Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du LTP Demande Conseil. Dans ce format d'épisode, je pars à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les différentes problématiques rencontrées dans le trail. Et le sujet de l'épisode du jour est le suivant: la prévention des blessures dans le trail running, avec le kinésithérapeute Martin Lamy. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Ce soir, je suis avec Martin Lamy. Martin, salut, bonsoir et je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là et de partager la passion trail avec vous. Je te remercie, Martin. J'ai décidé de faire appel à toi parce que tu sais, dans le Let's Trail Podcast, Demande Conseil, je fais appel à des spécialistes. Et toi, tu es spécialiste de kinésithérapie, tu es masseur kinésithérapeute. Mais est-ce que tu peux te présenter personnellement? Bien sûr. Donc, je m'appelle Martin Lamy, j'ai 30 ans, je suis kiné depuis 2014 et j'ai eu mon diplôme à l'école de Saint-Maurice à Paris. J'ai un parcours un petit peu singulier parce que je viens du monde de l'athlé à la base. J'étais sportif de haut niveau en athlé. Voilà, durant mes années lycée, durant mon cursus de formation, ce qui m'a permis d'adapter un petit peu ma formation et puis d'étaler mes années et d'avoir une durée de formation plus longue qu'une durée standard, on va dire, d'élèves. Donc, j'ai eu mon diplôme à Saint-Maurice et puis je me suis formé directement après dans la kiné du sport via la formation kiné-sport, tout de suite en sortant du diplôme. Donc, j'ai choisi une formation longue de kiné-sport expert parce que c'est quelque chose qui me convenait et puis c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de travailler, j'avais envie de commencer mon activité là-dessus. Ça faisait un bon pont entre ce que j'avais pu vivre à l'INSEP dans mes années athlètes et puis justement le côté kiné, le côté un petit peu, voilà, la double vision, la vision athlète au départ pour voir un petit peu ce qu'il en était et puis être de l'autre côté ensuite après derrière pour voir un peu et bien, du coup les deux facettes de la prise en charge. J'ai poursuivi après derrière sur la clinique du coureur où ça a été un réel plaisir de découvrir cette formation-là de Blaise Dubois où on a fait ça en couple avec ma compagne. On a terminé la formation, enfin terminé, on est allé au Canada, voilà, dans le fief de la clinique du coureur pour aller un petit peu au plus proche de ce qu'ils pouvaient proposer. C'était très, très enrichissant par rapport aux rencontres et par rapport justement aux données et aux avancées qu'ils avaient pu faire. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt tourné vers la planification d'entraînement et vers justement la recherche de la planification, la recherche de l'entraînement, que ce soit en trail, mais aussi sur du multisport, par des lectures, on va dire, perso, et par aussi des formations orientées vers ça. Parce qu'on va y revenir, mais voilà, l'entraînement, la planification de l'entraînement par rapport à la prévention des blessures, c'est vraiment l'un des axes, on va dire, prioritaires par rapport à la prévention qu'on peut amener chez le patient. Donc voilà. Ok. Tu es spécialisé dans la programmation d'entraînement, donc dis-nous un peu plus là. Tu es pas coach? Non, alors je donne des conseils, c'est-à-dire que je me permets, à l'heure d'aujourd'hui, je peux me permettre, entre guillemets, de faire de proposer des programmes d'entraînement à des athlètes, mais c'est toujours, on va dire, des programmes, on va dire, en discussion directement avec l'athlète, sans forcément aujourd'hui de la performance pure, mais avec une orientation plutôt sport-loisir. C'est D'accord. plutôt sur du débutant ou pour quelqu'un, imaginons, qui sort d'une pathologie et qui veut se remettre au sport et entre guillemets la phase je suis guéri et je suis capable de courir et la phase j'aimerais bien faire mon trail, j'aimerais bien faire mon premier trail, j'aimerais bien faire un premier 30, un premier 40. Je m'arrête sur ces formats-là parce que je suis encore en apprentissage à mon sens et je ne me trouve pas assez performant là-dessus. Aujourd'hui, on propose essentiellement, je dis on parce qu'on est aussi deux dans le cabinet à le faire. Voilà, des programmes sur du trail court, on va dire, ou du trail mi-long, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc dans le cadre de ton activité de kinésithérapeute, tu proposes des programmes de réadaptation ou de réathlétisation. Ouais, c'est ça, exactement. Et aussi un programme de préparation physique adapté, associé souvent, derrière dans la prise en charge. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui aujourd'hui, il y a une forte demande des personnes sur de la préparation physique complémentaire par rapport à leur objectif. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire vraiment de la prépa ciblée, adaptée vraiment à la personne et à la demande par rapport à ses objectifs, par rapport à ses attentes, par rapport à son niveau. Voilà. D'accord.
J'aimerais revenir sur la base de ton métier, donc qui est kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, en quelques lignes, la durée de formation et comment s'est passé, comment se sont passées les études te concernant? Alors, on a une durée de formation aujourd'hui qui est de 4 années. Ça, c'est de l'école. Et pour atteindre cette école-là, ou pour y être intégré, il faut faire une année de médecine. Donc, cette année de médecine, au final, c'est un peu la sélection. Mhm. Voilà, donc on rentre dans des quotas. Il y a des places par rapport à son classement en fin d'année qui te permet d'intégrer ou non l'école. Et ensuite, tu intègres l'école pour 4 années. Donc, en fait, on a 5 années de formation réelle, mais auprès de l'État, on a 4 années. D'accord. Donc il faut au minimum 5 ans si tout se passe bien et si, entre guillemets, tu n'as pas redoublé ou si tu n'as pas eu de petit arrêt durant ta formation. Ensuite, tu finis par un diplôme d'État et pour la spécialité, c'est plutôt de la formation continue ensuite après derrière. C'est-à-dire que tu peux embrayer sur des formations, quand je dis longues, c'est en général plus d'un an et demi, 2 ans, 3 ans en formation continue avec des week-ends de 2, 3, 4 jours ou des semaines. Tout dépend des types de formations professionnelles qu'on choisit et comment ils ont orienté leur formation. Et donc, du coup, tu travailles à côté, et tu continues à te former. Et ça, au final, c'est quelque chose qu'on fait quasiment toute sa carrière. C'est-à-dire que toute sa carrière, durant l'année, on a toujours une formation en cours par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on cherche, par rapport aussi à notre patientèle, par rapport à, voilà, à ce qu'on veut travailler. Donc, voilà, moi, là, voilà, j'ai une formation là que je vais enclencher chez la clinique du coureur par rapport à la planification d'entraînement pour poursuivre, du coup, mon travail et mes données. Et donc voilà, chaque année, on essaie de faire, voilà, de faire du plus et d'essayer d'avoir le plus de données pour que la prise en charge après soit la meilleure La meilleure possible. possible. Mm. J'aimerais Exactement. revenir au socle, enfin, à ta formation de base initiale hein, de Oui. kinésithérapeute. Quelle est la place du sport et des pathologies sportives au sein de ces études-là? Est-ce qu'elle est assez présente ou pas du tout? Pas tant que ça. Et ça arrive un peu présente, mais ça arrive surtout à la fin des études. Depuis septembre, je suis maintenant enseignant vacataire à l'IFMK de Dijon et je donne des cours sur la kiné du sport. Du coup, et c'est souvent l'attente un peu des élèves en disant, bah voilà, ça arrive un peu tard, on aimerait tellement avoir ce genre de cours plus tôt, parce que la majorité des gens sont souvent intéressés quand même par les pathologies sportives et par la kiné du sport. Donc on en a, certes, mais très souvent quand même, voire la majorité des gens, il faut une formation complémentaire après derrière en sortie d'école parce qu'ils ne se sentent pas forcément très armés pour derrière commencer pleinement une prise en charge adaptée. Souvent, et dans la majorité des écoles, ils font quand même des prises en charge tout à fait correctes, hein, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est comme tout, hein, c'est comme la passion de chacun. Si on aime vraiment ça, eh ben, on continue sur des formations complémentaires pour essayer de toujours, on va dire, en savoir un peu plus, d'avoir aussi des rencontres à travers des enseignants, à travers aussi des élèves, Mm. des L'implication, quoi. collègues Mm. qui te font exactement. Et après, est-ce que tu mettrais en parallèle, par exemple, un médecin généraliste et un kiné, et un spécialiste, un médecin spécialiste et quelqu'un qui se forme comme toi? Tu vois ce que je veux dire, la question, Ouais, elle est ouais, ouais, claire? bien sûr. Ouais. Au final, en musculo-squelettique et en traumato du sport, le kiné en sortant de formation, il a quand même de bonnes bases. Mhm. Il n'y a pas de souci. Normalement, il est quand même capable de bien se débrouiller. Voilà. Après, dès que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, euh, bah, de toute façon, seul, on y arrive rarement, hein. On peut pas toujours tout savoir seul. C'est pour ça que très souvent dans des cabinets, on est à plusieurs, parce qu'on aime bien échanger, on aime bien justement échanger par rapport à des pathologies ou par rapport à des prises en charge et des cas plus complexes qui nous donnent du fil à retordre. Et c'est souvent ces cas-là qui nous intéressent, parce que c'est ces cas-là qui nous mettent en difficulté, c'est ces cas-là qui nous demandent une réflexion et qui nous sortent un peu du sentier battu. Mhm. On est très loin en fait des listes un petit peu de cuisine ou des lettres ou des recettes, c'est-à-dire vous avez une entorse de cheville, vous venez me voir et moi je vais appliquer une recette que j'ai appris durant mes années de formation et je vais appliquer cette recette pour que tu sois soigné. Finalement, c'est assez marrant, mais on est très éloigné de ça. Pourquoi? Parce qu'on soigne de l'humain, on ne soigne pas des robots.
C'est-à-dire que souvent, quand la personne arrive avec sa radio, son IRM, son échographie, voilà, malheureusement, des fois, on se jette un peu dessus. Or, des fois, le patient, il est tout désolé parce qu'il n'y a rien à la radio, il n'y a rien à l'IRM, et Mhm. pourtant, il a très mal, et pourtant, il est bien dérangé. Il a cette impression, et du coup, il a rien, alors que c'est souvent pas le cas. Je pense que ça nous est Mais parce tous que, voilà. arrivé, je te coupe, mais ça nous est tous arrivé d'aller chez un kiné ou chez un médecin avec une douleur et sur les radios ou sur les IRM, il n'y a rien qui se passe, quoi. Voilà, Il n'y a rien qui apparaît. exactement. C'est assez courant au final, hein. Mm. Mais c'est surtout que, voilà, à la base, on est des cliniciens, on n'est pas des lecteurs de compte rendu de radiologie, quoi. Mhm. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des radios, vous n'êtes pas des échos, vous êtes avant tout des humains, avant tout des coureurs à pied, et on soigne d'abord les coureurs avant de regarder les radios ou les échos. Donc c'est juste une aide au diagnostic et une aide à la clinique, et non pas juste voilà, le résultat d'un scan ou d'un radio qui va faire que je vais appliquer une recette qui va faire que je vais te soigner, quoi. On Mhm. est loin de ça maintenant. Ce qui rend du coup tout à fait enrichissant notre métier, c'est-à-dire que chaque prise en charge, elle est totalement différente, et du coup c'est trop cool, quoi. D'accord. Avant de passer à la partie spécialisation que tu as suivie, de manière plus générale, c'est ce que je disais, moi, ce métier, c'est si j'avais eu à refaire un peu ma carrière, je pense que j'aurais tenté ce métier-là parce que, comme je le disais, c'est un métier dans lequel tu peux trouver ta... Bon, bien sûr, il faut aimer le sport, je pense, dans un premier temps, mais tu as la possibilité d'aller vers plein de domaines, alors spécialisation comme tu l'as fait dans le sport, dans les équipes de professionnels, je pense qu'il y a plein de domaines qui peuvent être balayés quand on est kiné, je pense. Complètement, c'est un métier au final qui est très très large, et qui est plus large qu'on le pense. Quand on voit le système hospitalier, les kinés qui sont en pédia, les kinés qui sont en respi, les kinés qui peuvent être du coup en fin de vie, c'est très 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 large. Donc au final, on peut faire beaucoup de choses. On a aussi la réadaptation après l'effort pour les cardio. C'est un métier où au final on peut faire énormément de choses. Après, aujourd'hui, dans la médecine, on est maintenant confronté à de la médecine de spécialisation, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au final, plus on en bouffe, plus on fait à peu près, entre guillemets, une spécialité et qu'on en fait au quotidien, et plus notre expertise elle monte, et plus derrière on est à même de soigner des personnes qui peuvent être en difficulté ou qui peuvent être un petit peu en errance thérapeutique ou qui sont en difficulté parce que justement bah, il faut en bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer, il faut en bouffer pour que justement derrière notre expertise elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Ça a été mon choix. Moi, j'ai vécu à Lyon pendant 4 ans et demi, voilà, dans un centre qui est vraiment super, qui est à Gerland, le centre de kiné du sport de Gerland. Et voilà, mon choix, ça a été de faire que du sportif à 100%, de manger ça, de faire ça au quotidien et de travailler dur pour justement être confronté aux problématiques, voilà, à la difficulté de ce que peut amener. C'est marrant parce qu'il y a certains praticiens qui n'aiment pas forcément la prise en charge des sportifs parce qu'ils justement ils les trouvent exigeants, Mhm. ils les trouvent voilà, compliqués à soigner, ils ont toujours quelque chose voilà, qui va pas, ils nous écoutent pas forcément ou autre, ils nous mettent un peu la pression, et justement c'est plutôt ça qui m'attire, c'est d'avoir un peu de pression, d'avoir un peu voilà, cette exigence du patient qui me fait dire bah voilà, là, je suis blessé, j'ai un souci, j'ai une course, j'ai un trail, j'ai l'UTMB, ça fait 2 ans et demi que je le prépare avec ma chasse au poing. Moi, il faut que j'y aille. Comment faire, quoi faire, comment organiser. Euh, c'est super intéressant parce que justement, on n'est pas du tout là dans le côté on a le temps, Mhm. quoi que je fasse, de toute manière, vous allez être soigné. Alors que là, on a une réelle implication. Donc, Ah, c'est des challenges permanents, quoi, en fait. C'est clair. Ouais. complètement, complètement. Avec quelque chose aussi de réaliste, hein, aussi, on va pas non plus faire des challenges constamment impossibles. Il y en a qui sont plus impossibles que d'autres, mais souvent on y arrive bien avec évidemment l'application, hein. C'est Mm. comme dans un bateau, on est deux dedans, hein. Seul, on peut rien faire, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la première spécialisation que tu as fait après ton socle, après ta formation initiale? Ouais, alors j'ai fait kinésport, qui est une formation qui a explosé et qui fait énormément de formations, de lieux de formation partout en France et même en Europe Alors, Kinesport, juste maintenant. pour préciser, c'est quoi? Qui a C'est, c'est un- C'est un organisme, c'est Mhm. un nom de formation qui s'appelle Kinexport et qui fait même de la formation de prépa physique aussi derrière. Voilà, c'est Arnaud Bruchard qui a créé cet organisme de formation qui est maintenant assez volumineux, qui propose énormément de choses, qui
vient à la base quand même du milieu du football, mais maintenant ça a explosé dans plein de sports aujourd'hui et qui nous permettent au final d'avoir énormément d'échanges. C'est une formation qui est souvent longue, mais il y a différents maintenant. Il y a un tel choix maintenant de formations que tu as des formations courtes et des formations longues, selon les envies, selon les articulations que tu veux cibler, selon les techniques que tu veux cibler. Mon choix, ça avait été de faire une formation longue, complète, assez générale pour toucher Mhm. au maximum de technique et pour pratiquer aussi. C'est à cette époque-là, j'étais à Bourg-Saint-Maurice, j'étais dans les Alpes. C'est là où j'ai vraiment découvert le trail, ce que c'était le trail. Moi qui venais du sprint et de l'athlé, c'était quand même assez éloigné. Et donc ça m'avait permis vraiment de bien progresser et puis de pratiquer en fait tout simplement, hein, d'apprendre le week-end et de pratiquer la semaine et d'en manger matin, midi et soir pour essayer de progresser au maximum, quoi. D'accord. C'est un organisme de formation aujourd'hui qui est très répandu. On va dire que ça fait partie des voilà, des trois plus grosses formations de kiné du sport à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont aussi très bien, hein. Je parle de mon expérience à moi, donc je ne peux pas forcément parler des autres formations que je n'ai pas faites. Mais, euh, mais celle-ci aujourd'hui, voilà, elle fait un petit peu foi dans le Elle milieu est, elle est, de la kiné du sport, quoi. elle est diplômante? Elle est diplômante, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Après, elle est diplômante à notre échelle, hein, parce que la vraie diplômante, c'est le diplôme universitaire avec un mémoire, et celle-ci ne l'est pas. Donc D'accord. voilà. Est-ce que tu peux nous parler aussi, on nous voit souvent apparaître, nous, dans le milieu du trail, de la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous parler, c'est une autre formation, la clinique du coureur, que tu as suivie après. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous Voilà. en parler un petit C'est peu? Ouais, c'est alors un organisme de formation à viser des professionnels de santé, mais pas que, mais aussi à travers aussi les coureurs à pied. C'est une organisation québécoise à l'origine, mais qui maintenant se multiplie dans de nombreux pays du monde. Voilà, son fondateur, il s'appelle Blaise Dubois, qui a fait un excellent livre voilà, sur la santé et la course à pied, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. C'est très, très, très intéressant. Bah, c'est comme... Je mettrai le Ouais, lien et les. il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un organisme qui fait le pas un petit peu entre la science aujourd'hui et les dernières données scientifiques, le retour aussi terrain et l'empirisme qu'on peut retrouver aussi chez certains entraîneurs de trail et du coup les pathologies médicales et les pathologies spécialisées en course à pied. On va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la clinique du corps elle a une expansion tellement mondiale que on peut le voir très souvent sur par exemple des départs de course, dans des grands rassemblements. Je pense par exemple à la Saint-Élion, Mhm. je pense à la semaine de l'UTMB, vous pouvez aussi le trouver. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font énormément de vulgarisation, mais de vulgarisation, on va dire, à mon sens, qui soit bien faite, sans forcément trop simplifier les choses, sans forcément dire, regardez, ça y est, vous avez tout compris avec notre vulgarisation. C'est pas ça du tout. Ils arrivent vraiment, je trouve, à faire le pont entre le côté scientifique qui peuvent être désarmant, même pour nous, professionnels de santé, qui sont pas tout le temps, malheureusement, très bien formés pour des lectures d'articles, des lectures d'études scientifiques qui peuvent être bien plus complexes qu'on ne le pense, et justement le coureur à pied ou le professionnel de santé qui est intéressé par les pathologies de la course à pied et qui peut en retirer vraiment des choses bénéfiques, assez simples à réaliser. Et surtout une manière de penser et une manière de penser la course à pied qui est fortement intéressante. Donc, si je récapitule, tu es un ancien athlète de haut niveau, C'est ça, kinésithérapeute masseur, tu as suivi une formation dans la kiné du sport et tu as suivi la formation de la clinique du coureur. Donc, je pense qu'on peut c'est ça. définitivement dire que tu es complètement apte à parler de trail et du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est la prévention des blessures dans le trail running. Oui, bah après ça fait bizarre de dire ça comme quoi je suis légitime, mais je Légitime, ouais. travaille dedans. On va dire je travaille dedans. Je ne sais pas tout loin de là. Je donne mon maximum. Ça reste voilà qu'une vision de ma part par rapport aux questions qu'on va se poser après derrière. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on peut dire que voilà, c'est un état des lieux des pathologies qu'on peut retrouver et on va pouvoir donner quelques réponses et quelques clés à nos auditeurs par rapport à leurs questions qui nous sont posées. Je te remercie. Donc on va commencer par faire un petit état des lieux, s'il te plaît, des principales pathologies. Alors si tu peux m'en donner deux ou trois, qu'on peut rencontrer dans le trail running. Ouais.
souvent quand même c'est le cadran inférieur qui est impacté, avec aussi le dos qui est souvent impacté. Ça peut être les genoux, je pense au syndrome rotulien par exemple. On pense aussi à l'essuie-glace qui est assez répandu. On pense aux tendinopathies d'Achille aussi, qui sont quand même assez répandues. Il n'y a pas aujourd'hui vraiment de grosses stats très précises. Il y a des études, mais qui demandent confirmation par rapport à ces stades-là. Tout ce qu'on sait, et ça c'est certain, que c'est quand même le cadran inférieur à aujourd'hui en traumato du sport qui est le plus impacté. Ce qui est surtout intéressant chez la pathologie du coureur, c'est que c'est quasiment exclusivement, on va dire, la grande majorité, ce sont des lésions intrinsèques. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire on vous a pas taclé, on vous a pas plaqué, on vous a rarement poussé. C'est votre activité, c'est la course à pied, c'est votre, en général, entraînement ou autre, qui vous a blessé. C'est-à-dire que comparativement à des lésions type dans le rugby ou dans le sport co, où on a quand même des sports de contact aussi, en course à pied, le contact, il est quand même assez limité, on va pas se mentir. Voilà. Donc c'est quand même très souvent la personne qui se blesse elle-même. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on se dit qu'on a un impact qui est non négligeable sur nos blessures et du coup sur la prévention. Alors que l'impact, si quelqu'un il prend un tacle les deux pieds décollés, bon, bah voilà, le pauvre, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit et c'est compliqué de se dire, t'aurais pu faire autrement, quoi. Alors que chez le coureur à pied, il y a quand même, mine de rien, on peut limiter les risques. On peut pas les supprimer, ça c'est certain, mais on peut les limiter et avoir, entre guillemets, un code de conduite qui nous évite d'avoir des gros problèmes. Donc oui, effectivement, des blessures intrinsèques, pas liées à l'environnement extérieur, mais plutôt à un surentraînement ou à une mauvaise pratique de sa discipline. Je reviens principalement sur le trail. Toi, si tu avais, je suis désolé un petit peu d'insister, mais si tu avais une ou Non, deux non. pathologies vraiment très très liées à la pratique même du trail, ça serait quoi? Vraiment. Syndrome rotulien, Oui, beaucoup. Essuie-glace quand même, hein. Essuie-glace, on en a quand même beaucoup. j'en fais partie. Voilà, ça c'est les deux coins. Et après, on a certaines lésions musculaires, je pense au quadriceps, qui est quand même très sollicité en descente aussi, Mhm. je pense, beaucoup. Finalement, le trail, ce qui est assez intéressant, c'est on pense assez régulièrement que c'est souvent la montée qui peut nous poser problème. Et au finalement, la montée, en général, elle est moins traumatique. Elle est surtout traumatique pour notre cœur au niveau cardiaque, mais elle est beaucoup moins traumatique au niveau musculo-squelettique. La descente, souvent, si elle est mal gérée, entre guillemets, malheureusement, elle vous laisse un peu moins de marge de manœuvre et, euh, et elle laisse un peu plus de traces, que ce soit au niveau articulaire ou que ce soit au niveau musculaire. Mais très souvent, on a cette pensée, parfois, hein, je parle, de certains patients qu'on retrouve qui sont un petit peu obnubilés par le D+, et finalement, le D-, il fait aussi pas mal de dégâts, quoi, clairement. Donc, je pense que c'est oui, c'est le D- qui est le plus traumatisant, c'est clair. Ça, tu dois le voir tous les jours. Et Ouais. en quoi la kinésithérapie peut aider dans la prévention des blessures en trail? Bon, c'est surtout un rôle d'éducation, quoi. L'important en kiné, c'est quand la personne elle puisse venir me voir, elle puisse se dire, lorsque je suis guéri, j'ai appris quelque chose, j'ai compris ma lésion, j'ai compris aussi l'origine de ma lésion et pourquoi je me suis blessé. Ensuite, de lui permettre d'avoir cette réflexion-là et de lui donner des clés, d'avoir une certaine autonomie. Nous sommes juste des garde-fous après derrière. Et ça va lui permettre après d'éviter les gros soucis, on appelle ça les gros cailloux, c'est-à-dire que derrière, si il vient me voir juste, on va dire, pour les petits problèmes, ou alors dès qu'il commence à que ça sente vraiment mauvais et qu'il est déjà parti dans la bonne direction, nous, on a déjà gagné un temps de fou. Mhm. C'est-à-dire qu'on sait déjà que quand la personne elle vient nous voir, elle a déjà, imaginons, diminué sa charge d'entraînement, imaginons, elle a déjà échangé sa technique de course ou pas, elle a déjà fait des modifications sur lesquelles elle a compris pourquoi elle devait le faire. C'est-à-dire commencer à euh, s'évaluer, s'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10, commencer à se dire, ok, on n'est pas là pour se dire j'ai mal à 2,25 ou à 3,75. On est là juste pour se dire c'est un 2,3, c'est un 7,8. Tout ça pour se dire que les 2,3, si on insiste dessus et si on voit que ça évolue en 4,5, et ben c'est les futurs 7,8 qui vont nous embêter, qui vont nous faire dire que là, malheureusement, je vais devoir
arrêter mon activité. Et je vais malheureusement très souvent les personnes viennent consulter quand ça commence à être à 7-8, c'est-à-dire quand ça commence à impacter leur vie quotidienne, Mhm. quand ça commence à impacter leur entraînement, on va dire de manière très très fort. Et du coup là ils vont se dire ah là j'ai un gros souci donc là je vais y aller. Comment on arrive à repérer à partir, je mal formule la question, je vais reformuler la question. À partir de quel moment on peut considérer qu'une douleur doit être prise Mm. en considération? C'est plutôt en termes Ouais, de temps ou d'intensité? les deux. C'est l'intensité déjà au départ, c'est son évolution dans les jours qui vont suivre, clairement. Mhm. Et c'est aussi, entre guillemets, aussi par rapport, on va dire, à cette fameuse échelle de 0 à 10. Imaginons, j'ai un 2-3 qui perdure dans mon 2-3 plus de 48 heures, plus 72 heures. Là, ça peut commencer à être un problème. Surtout si derrière, elle revient à chaque fois que je recours. Si on arrive à avoir ces douleurs-là qui puissent disparaître et que derrière, je puisse recourir et que je ne reproduis pas la douleur ou alors à cette intensité qui est moindre, normalement, tu prends pas un énorme risque, tu prends pas un gros risque. La difficulté, c'est quand on arrive à un certain niveau, on s'est rendu compte que la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif amateur, c'est majoritairement sa gestion d'entraînement et sa gestion des douleurs. C'est-à-dire que ne croyez pas, je vais dire François Den ou Thibaut Barognan ou d'autres personnes qui font du haut niveau, n'aient pas de douleur, n'aient pas de bobo, n'aient pas de blessure. Évidemment qu'il peut avoir des grosses blessures, ça peut arriver, mais ils ont une compréhension d'eux-mêmes et une gestion de la douleur qui est quand même élevée. C'est-à-dire qu'ils se connaissent par cœur et donc et on va dire formellement quand on se dit je me connais par cœur, c'est-à-dire que je suis capable de m'auto-évaluer. Alors on prend quelque chose de 0 à 10 parce que c'est quelque chose qui est parlant. Par exemple, quelqu'un qui va me dire j'ai mal, j'ai un peu mal, j'ai beaucoup mal, là j'ai une gêne. Pour moi, je comprends rien. C'est trop Mhm. subjectif. Alors du coup, on parle avec cette échelle-là, comme ça on a un langage qui est commun. Très bien. Eux, ils arrivent à se dire très bien, j'ai mal, j'ai très mal, imaginons j'ai un 4, j'ai un 6, j'ai un 7 sur 10, et bah du coup je vais devoir adapter mon entraînement, je vais peut-être avoir des sports croisés qui sont aujourd'hui une solution qui est, on va dire, à mon sens, obligatoire pour quelqu'un qui fait du trail, et surtout qui fait du trail long, ou alors avec des charges d'entraînement qui sont élevées. Le sport croisé, je pense au vélo, je pense au ski de fond, on pense même à la natation aujourd'hui, est un très bon moyen de compenser on va dire, cette baisse de charge d'entraînement course à pied et de continuer à choquer son organisme pour continuer à avoir des améliorations physiologiques sans taper sur son musculo-squelettique. Juste, je complète ce que tu dis. J'ai eu un entretien avec Pascal Balducci récemment où il nous a donné des exemples d'athlètes de très haut niveau qu'il a actuellement. Et on est à plus de 50% de sport croisé dans l'entraînement des athlètes de très haut Voilà, niveau. Donc ça montre ce que tu dis. exactement. Mm. Complètement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est très vite transposable chez nos sportifs amateurs. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien avoir quelqu'un qui court 2 à 3 fois par semaine et il a un petit souci, et bah, il va aller sur son home trainer, il va aller en piscine, il va toujours garder son activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le pire conseil qu'on peut donner aux personnes, c'est le repos. Le repos, c'est le pire conseil qu'on peut donner aux gens. Et pourtant, très majoritairement, c'est souvent le conseil qu'on entend. C'est-à-dire, quand tu as mal, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oh, Nicolas, repose-toi, Mm. repose-toi, ça passera. Le fameux, ça passe, ça ne passera jamais, ça ne sert à rien, c'est oublié. Mm. C'est que malheureusement, le repos, c'est la double lame. C'est-à-dire que très souvent, vous vous arrêtez, donc du coup, potentiellement, vous avez moins mal, mais il suffit de recourir et la douleur, très majoritairement, elle revient. Et en plus, le repos va faire que votre condition physique et vos adaptations physiologiques vont baisser. Donc en plus, vous allez perdre en capacité et deux, vous n'allez même pas vous soigner. Donc en fait, vous perdez du temps, tout simplement. Donc n'hésitez pas à avoir une prise en charge qui soit rapide. Donc je sais que des fois, c'est pas évident sur des délais de prise en charge de kiné, mais très souvent, normalement, si vous vous entendez bien avec votre kiné, avec votre physio du sport, en général, vous pouvez très bien lui en discuter en disant est-ce que, imaginons, si moi j'ai des douleurs qui peuvent être voilà, aiguës, dire, qui peuvent vraiment me déranger, est-ce que tu as un délai ou tu as t'as des sessions qui sont, on va dire, pour les urgences ou juste pour 1 ou 2 rendez-vous au cas où pour me dire voilà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un gros problème? Est-ce que je dois être suivi sur du plus long terme? D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation qu'il y a entre les différents spécialistes, notamment je parle des podologues, des ostéos, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation? Ouais. Bah, le,
Très souvent, si je prends le cheminement, très souvent, c'est le médecin généraliste ou le médecin du sport qui va être orienteur, qui va orienter souvent le patient vers différents soins, des soins podo, des soins kinés, des soins ostéo ou autres. En général, on essaie d'avoir un échange entre tous ces professionnels-là. C'est pas évident tout le temps. Ça dépend aussi du relationnel entre chaque. On essaie de toujours souvent d'avoir le portable de chacun pour pouvoir échanger par rapport à la personne. Euh, L'hypothèse de base, c'est que tout le monde s'entende bien et que tout le monde puisse travailler avec la personne, avec la même vision des choses. Parfois, on peut avoir des visions qui peuvent être différentes. Ce que nous, on essaie de faire, c'est que la personne et le patient, il ait aussi une critique, qu'il ait aussi sa vision des choses. C'est-à-dire qu'il puisse se dire, s'il a envie d'aller voir un ostéo, qu'il aille voir un ostéo, il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout fermé là-dessus. Qu'il aille voir un podo, c'est exactement la même chose. Qu'il ait besoin d'un kiné, c'est la même chose. Nous, on aura tendance à avoir un discours, on va dire assez transparent avec la personne, et après, c'est elle qui fait son choix. Et c'est souvent normalement le médecin qui doit l'orienter par rapport à ça. Et si nous, on trouve que à travers notre prise en charge, il y a des soucis qu'on n'arrive pas à régler, ou clairement dès l'entrée, c'est pas du tout nous, on l'oriente vers un podo, on l'oriente vers un ostéo s'il y a besoin. On essaie vraiment on va dire, de faire notre travail au maximum, mais de ne pas penser qu'on est capable de tout soigner, loin de là, et qu'il y a plein de choses qui n'est pas notre ressort et qu'on oriente directement. Et c'est assez marrant parce que souvent, entre guillemets, on n'a pas soigné les gens, on les a réorientés et la personne revient toute heureuse et nous remercie, alors qu'au final, on ne l'a pas soigné, on l'a juste réorienté. Donc, on essaie de discuter entre nous, d'échanger par rapport à la problématique du patient. Ça, en général, c'est l'idéal. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, parce qu'on est des fois pris dans notre routine, pris dans notre travail. Et à mon sens, des fois, on manque d'échanges, mais c'est souvent du relationnel. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure d'entraînement croisé, donc ça c'est important pour la prévention des blessures. Tu nous as évoqué Mm, aussi le fait de se connaître et de s'écouter. mm. Quels peuvent être les exercices à effectuer chez soi pour minimiser le risque de blessure? Est-ce que tu as des éléments à nous Ouais, donner? alors au niveau des exercices, euh, il n'y a pas d'exercice miracle. Il n'y a pas un exercice qui va vous dire avec cet exercice-là, vous allez être soigné, il n'y a pas de souci. Le meilleur des exercices, c'est un exercice qui est bien réalisé, c'est d'avoir la variabilité des exercices, c'est-à-dire que le corps va s'adapter à votre exo. Donc, vous allez avoir l'impression, imaginez-vous, si vous faites du gainage et toujours le même exercice de gainage, vous allez avoir cette impression du coup d'être gainé et de progresser. Ce qui est en partie le cas, mais pas tout à fait. C'est votre corps qui s'est adapté à cet exercice-là. Mhm. Si vous changez d'exo, il y a de grandes chances que malheureusement, vous vous cassiez un petit peu la goule et du coup, vous dites, je comprends pas, j'étais vachement bien gainé, là je change et là c'est la cata. Il faut choquer le corps de manière différente pour qu'il s'adapte, entre guillemets, jamais à un seul exercice, mais à une multitude d'exos. Et l'idée dans les exercices, c'est la progressivité. Donc si vous respectez une réalisation qui est correcte, une variabilité et une progressivité dans les exercices, honnêtement, peu importe l'exercice que vous faites, vous allez faire un exercice qui est correct. Si votre exercice, vous avez mal dès la première répétition, c'est que l'exercice ne vous convient pas. Soit il est mal réalisé, soit ce type d'exercice ne peut vous convenir par rapport à votre patho, par rapport à vous tout simplement. Si vous avez mal au fur et à mesure des exercices, c'est que l'exercice est bon, mais c'est le nombre de répétitions qui est mal géré. C'est-à-dire que vous en faites 10, à partir du septième, vous avez une douleur. Imaginons sur la face latérale au niveau du genou, de l'essuie-glace, je prends un exercice, je descends lentement sur une chaise, par exemple sur une jambe, tout simplement, donc un squat, où je descends sur une jambe et je viens me ralentir, on appelle ça le step down. Et ben, malheureusement, si vous avez mal au bout du septième, c'est pas que l'exo il est mauvais pour vous, c'est juste que aujourd'hui votre autonomie elle est peut-être de 6 répétitions. Et Mhm. donc par rapport à la répétition, vous allez augmenter au fur et à mesure. Ce qui est difficile, c'est que, comme je disais au départ, c'est qu'il n'y a pas d'exercice tout fait qui est pour vous. Le meilleur des exercices, c'est d'aller chez un professionnel de santé, voilà, ou je dis professionnel de santé, mais ça peut être aussi un prépa physique, je pense, ou autre, et qui vous fasse un programme sur mesure pour vous par rapport à potentiellement votre pathologie ou votre attente ou votre objectif. Et c'est ça le plus important. D'accord. Alors, j'ai plein d'exercices à vous proposer, mais ça va être des exercices très généraux qui, à mon sens, si c'est mal réalisé, ont assez peu d'intérêt. Par contre, un tête-à-tête avec quelqu'un, un professionnel de santé ou un professionnel du sport, a, à mon sens, beaucoup plus de valeur parce qu'il va créer quelque chose pour vous.
L'idée, c'est de faire du sur-mesure. C'est ce qu'on cherche, moi, dans le cabinet avec lequel je travaille à Dijon, au 4 Antès. On essaie d'avoir voilà, du sur-mesure pour chaque personne, d'avoir un investissement qui est identique, peu importe le sportif, pro ou amateur, mais qu'on puisse faire quelque chose pour lui, pour son objectif. Et malheureusement, c'est souvent, enfin, heureusement d'ailleurs, c'est souvent ça qui est la clé, c'est-à-dire de faire du sur-mesure. Quand tu parles d'exercice, on est bien d'accord que on entend par exercice de renforcement musculaire, Oui, oui, qui est exercice actif. en fait, si tu peux expliquer en quelques mots le principe de base, hein, qui est, je pense, somme toute assez logique, mais plus on est musclé, moins on tire sur les ligaments et les tendons, si je dis pas de bêtises. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que plus notre corps est adapté, on va dire, à notre sport, et moins on a de chances d'avoir de blessures. Et pour s'adapter, malheureusement, on ne vit pas tous en montagne, on s'entraîne pas tous les jours, pas tous les jours, on a souvent tous des boulots ou autres, et donc il faut trouver des substituts. Et en fait, l'exercice, le renforcement, c'est un substitut, tout simplement, à la sortie ou à l'exercice qu'on peut faire en extérieur. Ce qui va nous permettre en fait d'améliorer nos capacités, donc ça peut être musculaire ou autre, hein, aussi neuromoteur, pour qu'ensuite derrière, quand on va courir, ça va nous permettre de diminuer les contraintes. Par exemple, le genou, imaginons on prend un parallèle avec une porte et avec un joint de porte. À chaque fois que vous allez poser le pas, tout simplement, cette porte, elle va le claquer. Elle va la claquer. Et malheureusement, si musculairement, vous avez tendance à être fatigué, et aussi au niveau technique, si votre technique de course est un peu limite, je pense au niveau du bruit, au niveau de la cadence, vous allez énormément choquer votre genou et en fait votre joint de porte, il va exploser à un moment donné. Le choc, il est normal. Il faut qu'il soit là de toute manière pour courir, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes fort musculairement, on pense à un quadriceps par exemple en excentrique, c'est l'un des exemples, hein. Le choc, il va ralentir et finalement le joint de porte, il va taper, mais à une vitesse qui va être beaucoup moindre et du coup le joint de porte, qui est votre articulation de genou, bah, il va être beaucoup moins usé et il va durer beaucoup plus longtemps. La difficulté aussi, pardon, c'est que les acquis, c'est-à-dire que quand on est sportif, sportif ne veut pas dire j'ai été sportif par le passé et aujourd'hui je suis encore sportif alors qu'en réalité je suis sédentaire dans ma vie quotidienne. La difficulté pour les gens, c'est que malheureusement le désentraînement ou le détraining va très vite. C'est-à-dire que c'est pas parce que derrière vous avez été sportif ou que derrière vous avez été fort il y a quelques années ou il y a quelques mois qu'à l'heure d'aujourd'hui votre corps il y est encore. C'est ça qui est dur. Mhm. C'est Ouais, qu'il c'est clair. faut constamment avoir des rappels. Sinon on est foutu. Juste avant de passer à la deuxième partie qui est pour moi importante, qui est l'étirement, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, sur notamment l'amplitude de foulée. Quelle importance, moi je pense que c'est très logique, mais plus l'amplitude de foulée est importante, plus les chocs sont importants et donc plus les dégâts sont importants. Je dis pas de bêtises. Alors ça dépend de la vitesse à laquelle tu vas. C'est intéressant. Par exemple, l'amplitude de foulée, imaginons on va regarder un marathon avec, imaginons, on a toutes ces visions des coureurs africains avec des amplitudes de foulée exceptionnellement grandes. Et du coup, on se dit, mais là, ils vont aller, ils vont se péter. Ils sont tous maigrichons. C'est souvent des personnes qui sont très, très, très fit. Et en fait, ils vont tellement vite que l'amplitude de foulée, à un moment donné, bah, elle a une limite. Ils ont une cadence qui est très élevée. Mais à un moment donné, même une cadence qui est très élevée avec des amplitudes de foulée qui sont assez restreintes, bah, il y a un moment donné, il faut ouvrir pour aller vite. En gros, en trail, l'amplitude de foulée, elle est intéressante, c'est-à-dire que chez le trailer, il faut apprendre, on dirait, entre guillemets, à avoir différentes manières de courir selon le terrain. C'est un peu comme si on avait une voiture, on avait des boîtes de vitesse. Il faut apprendre à avoir une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et que par rapport au modèle qu'on peut avoir et par rapport au terrain qu'on peut avoir, eh ben, on doit avoir une foulée qui puisse s'adapter. On a forcément des traits d'union selon toutes les vitesses, donc on pense à la cadence de pas par exemple, mais en fait une cadence de pas de 180 pas par minute ou 175 ou une augmentation un peu de la cadence, si imaginons on court à 10 à l'heure ou si imaginons on court à 20 à l'heure, c'est mon ouverture de foulée. Mhm. C'est ça qui va nous permettre d'aller vite. Par exemple, aujourd'hui, il y a très peu de temps, on a pu voir Kylian Jornet faire moins de 30 minutes sur 10 et il mettait de la foulée là. Il avait une cadence élevée, mais il mettait de la foulée. Mais on n'a pas tous une anthropométrie, c'est-à-dire qu'on a tous une anthropométrie différente. Donc l'idée, c'est juste déjà de base d'augmenter sa cadence.
Si on se rapproche de 170 et qu'on fait 2 m 2, et ben, ce sera déjà très bien. Mhm. Si on fait 1 m 60, et ben, peut-être que cette idée de 180, on augmentera. Donc, la cadence, deux, c'est en lien, évidemment, c'est le bruit. Le bruit, quand vous entendez quelqu'un courir, le bruit est directement lié par rapport à l'impact et surtout de l'impact de la foulée par rapport à son squelette. Et Donc, c'est quelqu'un. indépendant, c'est-à-dire on peut avoir une cadence à 180 et faire un bruit terrible, Oui. quoi. Alors, ça dépend de son oscillation verticale. En Mm. fait, c'est pas. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de. On va revenir sur l'attaque aussi. Il n'y a pas de j'attaque talon, c'est mauvais. J'attaque avant-pied, c'est très bon. C'est si imaginons, j'ai une cadence élevée et que j'ai une bonne paire de chaussures qui me permet, on va dire, d'avoir une cadence élevée, j'ai de fortes chances d'avoir moins de bruit et du coup d'avoir une technique de course qui soit adaptée par rapport à ma pratique. Mais c'est pas obligatoire. On a des personnes qui ont des cadences élevées et qui font quand même du bruit. Ça arrive. Mhm. Ça arrive. C'est malheureusement, on peut pas mettre toutes les personnes dans le même bateau et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit faire du sur-mesure par rapport au type au type d'appui que la personne peut avoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait tendance à résumer la technique de course à la pose d'appui. C'est-à-dire que c'est comme si je ciblais la personne juste sur sa pose d'appui, alors qu'au final, je dois dézoomer et je dois regarder la personne dans son ensemble et justement, par rapport à la technique de course, de regarder son oscillation verticale, sa cadence, son bruit, sa manière de s'équilibrer par rapport à l'inclinaison de son tronc, par rapport à l'inclinaison de ses genoux, par rapport à tout ça. Mais déjà, le trait d'union, c'est une cadence élevée et moins de bruit. Et après, la longueur de foulée va venir par rapport à la vitesse que vous allez proposer. On reviendra peut-être plus tard dans un autre épisode sur les attaques et la foulée, en profondeur. On va passer à la partie étirement. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits Oui, de l'étirement dans la pratique du trail running? Déjà, est-ce que c'est bon? Et quand qu'il est bon de les faire? ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Je fais un peu le normand là. On s'est rendu compte, alors d'aujourd'hui, les étirements, bon, maintenant ça a plus de 10 ans, il y a bien une refonte par rapport à ça. Je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve dans 10 ans, je vous dirai le contraire. Mais ça, malheureusement, c'est la science et puis c'est l'avancée aussi derrière. Mhm. À l'heure d'aujourd'hui, les étirements, je dis passifs, à chaud, ont montré qu'il y avait très peu d'intérêt, voire que c'était limite néfaste. Les étirements, je parle balistique, donc c'est souvent des mouvements dans la mobilité, donc c'est des mouvements actifs, ont un intérêt pour s'échauffer et pour, entre guillemets, préparer le corps, les articulations à des amplitudes. Les cas contraires, ce sont les étirements passifs chez les contorsionnistes ou chez les gymnastes. Ce sont des mouvements à très grande amplitude, ce qui n'est pas le cas chez nos trailers, où là, évidemment, ils font des postures passives prolongées avant un effort pour préparer leur articulation à aller très loin. C'est le seul exemple qu'on a chez les étirements passifs à chaud. À froid, ça a peu d'intérêt. Peu d'intérêt, c'est un intérêt que si vous vous sentez bien, c'est-à-dire que si ça vous donne du bien-être, pas de problème, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas, vous pouvez le garder. Et ça peut avoir un intérêt si vous le gagnez en amplitude. C'est-à-dire que si vous êtes trop raide. Mais souvent, enfin, entre guillemets, majoritairement, les amplitudes physiologiques chez un coureur à pied et chez un trailer, quasiment toutes les personnes l'ont. Ce pas des amplitudes qui demandent énormément. C'est-à-dire, c'est souvent les amplitudes de hanche où on a des personnes qui peuvent être très limitées. Malheureusement, les étirements, et précédemment, on avait énormément d'espoir sur les étirements, sur la récupération, sur justement la limite au niveau des courbatures, sur la prévention. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas vous vendre ça. On ne peut pas vous dire, grâce aux étirements, vous allez être moins blessé, grâce aux étirements, vous allez mieux récupérer. Par contre, si ça vous fait du bien, pourquoi pas? On n'est pas fermé là-dessus, c'est totalement empirique, il n'y a pas de problème. Ça se trouve derrière, dans quelques années, on aura un discours qui est totalement différent. Mais par contre, il ne faut pas trop miser là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop espérer, il ne faut pas trop croire à ça non plus. Si Mhm. ça vous fait du bien, pourquoi pas? Après, derrière, c'est les amplitudes physiologiques. Si vous vous estimez trop raide et que ça vous dérange en course à pied parce que vous manquez de souplesse, pourquoi pas? Mais là, c'est des postures passives, prolongées, de plusieurs minutes. Donc là, par contre, les plusieurs minutes, c'est 2 à 3 minutes minimum. Et c'est long, 2 à 3 minutes sur des postures prolongées. Mhm. Évitez d'y aller de manière trop forte, c'est-à-dire vaut mieux y aller progressivement.
Le but, c'est pas de stresser votre corps pour que derrière le muscle il puisse se rétracter parce que vous y êtes allé trop loin et trop d'un coup. Pensez à la respiration. La respiration joue beaucoup sur, entre guillemets, sur la qualité de relâchement et sur le fait d'aller plus loin dans l'amplitude. Mais sur l'étirement, aujourd'hui, par exemple, comme moyen de récupération, on a encore dans beaucoup de structures professionnelles des personnes qui s'étirent après, juste après, à chaud, quelques secondes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pas beaucoup. Pas de grandes amplitudes et pas de manière prolongée. Parce malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les études qui sortent nous montrent que les lésions qu'on se fait durant un effort et durant un entraînement, eh ben, elles sont aggravées par le fait qu'on enchaîne un étirement passif prolongé. Ce qui est logique, hein. Après, si c'est exactement quelques secondes et à faible amplitude et que ça vous fait du bien, ok. Mais on ne peut pas conseiller ça à la personne. C'est-à-dire très souvent, dans la prise en charge des gens, on arrive avec des personnes qui ont des croyances. Ces croyances-là, si elles ont un effet positif sur la personne, honnêtement, on n'a pas forcément intérêt, nous, de casser ces croyances-là. On lui explique juste, mais on lui dit pas forcément, maintenant, il faut que ça arrête. Surtout quand des personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans voilà, qu'elles font ça et que surtout, elles en retirent des bénéfices. Pourquoi pas? Par contre, on va pas justement lui dire attention, avec les étirements, tu peux t'étirer. Oh là là, t'as oublié de t'étirer, tu vas te blesser. Non, non, ça, on peut pas lui dire ça et on peut pas conseiller ça aux gens. Par contre, ça fait partie d'une hygiène de vie si on en ressent le besoin et si nous sommes, entre guillemets, raides et qu'on a des amplitudes physiologiques limitées qui nous empêchent de courir correctement. D'accord. Très bien, bon, bah, c'est clair. En gros, pour synthétiser, pas d'apport particulier des étirements, hormis un bien-être du corps, quoi. Exactement. Aujourd'hui, il y a bien-être du corps et gagner en amplitude physiologique, pas des postures prolongées, maintenues, pour gagner en amplitude, c'est-à-dire, je prends le cas du grand écart, par exemple. Voilà. Ok. Mais bon, le grand écart chez un coureur à pied, bon, pas très Moyen. intéressant. On pense surtout à voilà, moyen. C'est pas dingue. On pense souvent, c'est parfois au niveau des hanches, par exemple. On peut retrouver avec des personnes qui ont des réducteurs qui sont extrêmement raides ou des pelviques trochanteriens qui sont extrêmement raides. On peut trouver ça intéressant chez des trailers. On peut penser aussi à un tendon d'Achille qui peuvent être très, 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 très raides. Pourquoi pas? Mais en même temps, malheureusement, vous avez beau vous étirer votre tendon d'Achille comme un âne, c'est pas ça qui va faire que vous allez limiter la tendinopathie d'Achille, par Mhm. exemple, tu vois. Mhm. Donc, ça peut avoir un intérêt limité, mais malheureusement, on va pas faire croire à la personne qu'avec que les étirements, ça va être la baguette magique qui va soigner tous vos problèmes. Et dans, et dans, Malheureusement, c'est pas le cas. et dans le cas d'une blessure avérée, par exemple, comme tu parlais de la tendinopathie d'Achille, surtout pas s'étirer du coup quand on est en période de blessure grave, quoi. Algique. Ouais, exactement. Quand on a une période algique, l'étirement prolongé d'un tendon d'Achille n'est pas conseillé. Après, dans notre vision des choses, on n'est jamais fermé. C'est-à-dire qu'on va proposer une prise en charge. Par exemple, la tendon d'Achille, ça m'est déjà arrivé. J'ai une personne qui vient me voir, très bien, je fais, par exemple, on parle d'un cas de tendinopathie d'Achille. Dans tout le cas des tendinopathies, 80% on va se dire, des tendinopathies viennent dues à un surentraînement, Mhm. à une mauvaise quantification de la stress mécanique, donc une mauvaise gestion de charge. C'est-à-dire soit il a augmenté sa charge en vitesse, en dénivelé, positif souvent pour la tendinopathie d'Achille, Mhm. soit il y a une modification, donc soit de la fatigue, c'est-à-dire il s'est entraîné constamment 3 fois par semaine, il a fait les mêmes séances et du jour au lendemain il s'est blessé sans forcément comprendre pourquoi, sans forcément un mauvais chaussage ou autre. Bon, très bien, ça peut être aussi un niveau de fatigue qui vient boum, nous amener à une tendinopathie d'Achille. Après, on parle de chaussures et de revêtements. Voilà. C'est les trois grosses vraiment cas de tendinopathie d'Achille. C'est mauvaise gestion de charge, mauvais chaussage et un revêtement inadapté ou un changement de revêtement derrière. À partir de là, pardon, juste, parfois j'ai des personnes qui font le contraire de ce qu'on dit et que ça fonctionne. Pourquoi pas? Tant que ça fonctionne. Pourquoi pas? Après, derrière, nous, on propose on va dire ce qui est le prouvé scientifiquement et ce qu'on essaie d'être le meilleur pour eux. Si on voit que ça fonctionne pas et qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on fait l'inverse et que ça fonctionne, on n'est pas fermé. Mhm. Mais on peut pas lui proposer ça non plus d'emblée. De manière empirique, vous travaillez de manière empirique, quoi.
globalement. On travaille de manière scientifique et quand le scientifique ne marche pas, on n'est pas du tout fermé à l'empirisme. En Mhm. fait, l'un n'est pas opposé à l'autre. C'est ça qui est... Aujourd'hui, dans la kiné, il y a beaucoup d'EBP, donc Evidence-Based Practice, c'est-à-dire qu'on essaie majoritairement de se baser sur les preuves, mais après, les preuves viennent un peu tard, des fois par rapport à l'empirisme. L'un ne s'oppose pas, l'un va avec l'autre. On s'aide en fait, mutuellement. D'accord, très bien. Autre partie importante de la kinésithérapie, la proprioception. Donc, est-ce que tu peux déjà expliquer ce qu'est la proprioception et quel bienfait pour le trailer? Bah, la proprioception, c'est votre capacité, on va dire, à rester équilibré, peu importe le stimulus, peu importe l'instabilité, de rester constamment équilibré et propre techniquement pour éviter bah, tous les pépins, toutes les blessures, on pense à l'entorse de cheville, souvent à la proprioception. La proprioception aujourd'hui, par le passé, souvent les personnes, elles font de la rééducation sur une boule et sur un rond, et on met le pied dessus, et puis on essaie de tenir en équilibre. À l'heure d'aujourd'hui, on essaie d'entraîner la personne au plus proche de son activité. Donc très souvent, la proprioception, on vous conseille de vous entraîner pieds nus déjà, ça paraît évident, et d'essayer d'avoir un stimulus le plus varié possible. Ça peut être sur votre lit, ça peut être sur une surface instable, sur du sable, sur une pente en dévers, ça peut être des sauts, des changements de direction, des sprints, des décélérations. On essaie vraiment de faire des exercices fonctionnels. Aujourd'hui, dans la kiné, ce qui a progressé, c'est les prises en charge fonctionnelles. C'est-à-dire on débute par une prise en charge qui peut être analytique, et très vite, on va essayer de s'orienter vers, imaginons un trailer, et bah, je vais lui faire un step en descente, je vais stabilité avec un bosu, avec une haie, avec du sable, avec de la terre, on va essayer d'aller dehors, on va essayer d'aller dans du délié avec des cailloux, avec des changements de terrain ou autre. La meilleure des proprioceptions, ça reste quand même la course à pied et le trail. Bien sûr, Voilà, en le lui-même. fait de courir, exactement. Ça, on peut pas le remplacer, c'est le top du top. Alors, Après, je te derrière, coupe, Martin. Et juste 2 secondes pour te donner bien sûr, mon expérience par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de foot amateur, hein. J'ai eu d'énormes entorses à 2 ou 3 reprises. Donc, quand je dis énormes, c'est des grosses entorses. Et quand j'ai commencé le trail running, quand j'ai commencé à faire mes premières descentes, je pensais impensable de pouvoir faire ça sur des distances longues, etc. Et en fait, comme tu le dis, au fur et à mesure de la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, ma cheville en elle-même, c'était plus ou moins renforcée et que ma proprioception était venue naturellement. Bon, bien sûr, j'ai eu quelques entorses qui sont venues par-ci par-là, et notamment avec la fatigue, mais tu t'aperçois que le trail en lui-même est un moyen de proprioception qui est indéniable. complètement. Le meilleur des exos, ça reste la course à pied, quoi. Le meilleur des exos pour courir, ça paraît bête comme ça, hein, mais c'est courir. Il n'y a pas mieux. Parce que c'est un exercice fonctionnel propre à la pratique, tel quel. Toujours pareil, nos exercices de renforcement spécifiques, et en partie aussi, je mets la proprioception aussi avec, c'est un substitut. C'est-à-dire qu'on va essayer de choquer le corps pour simuler des situations qui peuvent un peu l'embêter. On pense souvent en faire quand on court pas, un peu en off, voilà, sur nos programmes aussi d'entraînement, bah voilà, j'ai le lundi ma sortie, mon mardi j'ai mon renfort avec ma proprio. Mhm. N'hésitez pas aussi à en faire en rentrant de sortie, parce que la proprio, comme tu l'as dit, elle est liée aussi beaucoup à la fatigue. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait des courses longues, la fatigue amène du coup malheureusement à une perte un peu de concentration, et on est moins, on va dire, réactif par rapport au sol. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire de la proprioception à la fin de séance, surtout des fois sur des séances un peu longues, vos séances du week-end, où vous pouvez, ou sur des week-end chocs, et de faire quelques exercices de proprio justement sur de la fatigue. C'est tout à fait intéressant parce que justement, vous reproduisez des situations qui peuvent vous embêter et vous mettre à l'épreuve durant vos courses. Très bien. Dernier petit sujet concernant la prévention des blessures en trail. Comment reprendre et quelles précautions suivre après un épisode de tendinite? Très bien. Euh, Comment reprendre? Il faut déjà ne plus avoir de douleur dans la vie quotidienne. Mhm. Ça, c'est clair et net. Donc, comment ne plus de 0 à 10? Donc, c'est mon 0 hein, sur 10. Après, derrière, on peut faire des tests de saut
le saut sur place, comme la corde à sauter, c'est un très bon moyen de tester son tendon d'Achille pour justement voir s'il répond bien, si on a pas mal durant l'activité, si on a pas mal après, si on a pas mal le lendemain. Le complément de l'EVA, c'est aussi ne pas avoir de douleur pendant l'activité, après l'activité et au lendemain de l'activité. Ça va vous permettre de, entre guillemets, de vous évaluer, de vous dire très bien, ça a l'air d'aller. Au niveau des sauts, on peut très bien commencer par des 15-15, des 30-30. Donc quand je dis 15-15 ou 30-30, c'est 30 secondes de saut, 30 secondes de récup, faire des séances de fractionnés de saut pour choquer justement le tendon d'Achille, je parle par exemple. Et à travers ça, quand on a fait 10 fois 30-30, 15 fois 30-30, 20 fois 30-30, on peut commencer à aller courir dehors. Ah, Et mais on fait les mêmes schémas. ça aurait plutôt tendance à m'effrayer ce que tu dis, dans le sens où tu sors une tendinopathie d'Achille et puis tu recommences l'activité par des séquences de sauts. Ça aurait plutôt Ouais, tendance à, mais ce qui est- à réveiller la douleur, non? en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, le tendon réagit à la contrainte. Si on ne le contraint pas, il s'affaiblit. Donc en fait, c'est un juste milieu, c'est-à-dire que le saut peut être la cause du problème, mais aussi la solution du problème. Tout dépend en fait de la dose. Mhm. On en revient à la quantification du stress mécanique. C'est mon meilleur moyen pour vous dire j'ai fait des choses correctement. Et bah, votre tendon va être meilleur, c'est-à-dire que si tu fais ton séance de saut, et bah, le Nicolas d'après la séance, il sera meilleur que le Nicolas d'avant la séance. Mhm. Et donc du coup, ton don, il sera meilleur, et donc du coup, tu vas pouvoir augmenter la charge pour ensuite progressivement aller sur de la reprise de course. Et c'est cette régularité, cette rigueur, cette répétition de contraintes qui va faire que ton tendon va progresser. Finalement, ton tendon, il faut le voir aussi comme un entraînement. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu t'entraînais pour une course, et si tu t'entraînes régulièrement, c'est-à-dire 3, 4, 5 fois par semaine, des mois, tu vas être prêt après pour la course. Mhm. Et ben le tendon, il réagit exactement pareil. Il veut de la répétition, il veut de la progression, il veut de l'adaptation. Et de l'adaptation, toi, tu peux t'adapter par rapport à toi parce que tu t'auto-évalues. Si tu n'arrives pas à t'auto-évaluer, eh ben, tu peux demander un conseil auprès de ton professionnel de santé qui peut t'aider et te donner des outils pour t'aider à te dire fais gaffe, là tu as des raideurs le matin. C'est un signe qui te dit que là tu as un peu forcé. Donc du coup, tu vas diminuer un petit peu. On en revient à le repos, pire conseil. Il faut mettre de la contrainte. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, le premier réflexe qu'on a chez les gens, c'est qu'on les fait tester, on les bouge. On les fait bouger pour les évaluer. Parfois, ça, malheureusement, ils ont des douleurs, mais des fois, tant mieux parce que ça nous permet de savoir quelle était leur limite. Ok, aujourd'hui, par exemple, le Nicolas, tu as mal en faisant 15 fois 30-30. Très bien. Donc, tu as eu mal à la 15e fois. Très bien. Et ben, ça veut dire que du coup, tu es capable de faire 14 fois 30-30. Tant mieux. Ben, je vais m'entraîner à faire 14 fois 30-30. Puis quand j'ai plus de douleur pendant, ni après, ni le lendemain, ben, je vais augmenter. Et après, forcément, il va y avoir des tests. Forcément, on va pas attendre en disant il faut attendre de faire 30 fois 30-30 pour te dire je suis prêt à aller courir. Non, tu peux faire des tests plus précocement et tu vois, tu t'évalues. D'accord. Pour synthétiser cet aspect-là, que beaucoup de trailers rencontrent, donc la tendinopathie ou la tendinite, hein, que ce Hmm. soit le TFL, Le tendinopathie rotulienne, le la tendinopathie tendinopathie rotulienne, etc. fascielle. C'est On peut pas clairement dire qu'on doit atteindre une période donnée de plus avoir de douleur et puis reprendre progressivement jusqu'à retrouver son niveau d'avant. C'est hmm. pas comme ça que ça se passe en fait. En fait, une prise en charge de la tendinopathie, c'est un traitement actif. C'est-à-dire que le traitement passif sur la tendinopathie, il a ses limites. C'est-à-dire que très vite, vous allez être confronté malheureusement à un mur. Le tendon réagit à la contrainte. Sur tous les tendons du corps humain, vous allez mettre de la contrainte. Cette contrainte, il va falloir la doser. Derrière, pour ne pas perdre de niveau, vous allez faire du sport croisé. Vélo, natation, ski de fond, tous les sports qui vont vous permettre évidemment de limiter les contraintes sur le tendon d'Achille ou le moyen fessier ou le tendon des ischios ou le tendon du quadri, peu importe. Et derrière, on va l'entraîner le tendon pour que derrière il puisse devenir meilleur, il puisse entre guillemets progresser jusqu'au jour où vous êtes capable d'aller courir. La difficulté, c'est quand est-ce entre guillemets, on sait qu'il faut courir, qu'il faut aller courir. Mais malheureusement, on ne sait jamais. Il n'y a pas un petit message sur notre boîte mail qui nous dit, bah voilà, bonjour, salut Martin, maintenant tu peux aller courir. Non, ça se passe pas comme Ça ça. serait C'est trop beau. forcément après, exactement, après avoir sauté plusieurs fois de manière répétée, des fois pendant une semaine, des fois pendant 2 semaines,
Et bah, ça m'a donné assez de garantie pour me dire: «Là, franchement, j'ai pas de douleur, je suis capable d'aller sauter. Maintenant, je vais faire un test de course». Mais si mon test de course, il est positif, c'est parti. Finalement, on a moins on ce qui est bizarre, c'est qu'il y a moins de pathologies chez les personnes qui vont courir 4 à 6 fois par semaine que chez les personnes qui courent 2 à 3 fois par semaine. Ouais, je confirme, Pourquoi? Parce que ouais. les personnes voilà, parce que les personnes qui courent 4 à 6 fois par semaine, si c'est bien dosé, leur corps est adapté, en fait, à la course à pied. Mmh. Vu que leurs sorties sont très fréquents, et bah, forcément, si c'est bien dosé et si le plan d'entraînement il est adapté, normalement, il y a aucun souci à ça. Alors que la personne qui fait, imaginons son footing le dimanche ou sa sortie le mercredi et son footing le dimanche, malheureusement, souvent, il y a pas assez de répétitions dans la semaine pour créer l'adaptation et souvent, malheureusement, on fait la sortie longue le week-end parce qu'on a envie de se faire plaisir, de se balader et les soucis arrivent parfois là. Et j'ai pensé à un truc la dernière fois, je me suis dit, on dit toujours que les athlètes de haut niveau sont des machines, mais en fait c'est complètement faux ce qu'on dit, parce que ce sont des humains comme nous, même si effectivement ils ont des facilités, etc., ils ont la même constitution de base que nous, ils font énormément de sport, ils s'entraînent une fois par jour, voire 2 fois par jour. Euh, et puis, il est très rare que tu t'aperçois qu'un athlète de très haut niveau est une blessure fonctionnelle, comme on disait tout à l'heure, intrinsèque. En règle générale, ils sont blessés parce qu'ils ou ils se font des entorses, mais en fait, ils font ce qu'il faut quand il faut, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à maintenir ce rythme. Une meilleure compréhension d'eux-mêmes aussi par des échecs passés, hein. Mm. Il faut se dire qu'à chaque blessure, on apprend et il faut, entre guillemets, sortir du positif par rapport aux périodes de blessure pour justement comprendre pourquoi on s'est blessé. Et la prochaine fois, quand cette situation, elle se reproduira, je serai à même de faire différemment et de prendre un autre chemin pour éviter le pépin physique. Voilà, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le sport, à tout niveau, ça nous amène à mieux nous comprendre et à avoir une meilleure compréhension de soi. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que, oui, des fois, on peut être amené à être blessé. Oui, des fois, on prend des risques. On va parler après du rapport bénéfice-risque pour les compétitions, mais en général, ça se passe plutôt quand même bien et quand on sort d'une période de blessure, eh ben, faut ressortir du positif, vraiment. Et malheureusement, quand on a la répétition de blessures chroniques sur la même chose, c'est que là, il nous a manqué quelque chose. C'est que là, dans la compréhension et dans l'origine, on n'a pas soigné le problème, surtout si ça revient. C'est simple, si ça revient, c'est que l'origine, malheureusement, n'a pas été traitée. Je reviens sur le rapport bénéfice-risque. C'est les questions souvent des patients, c'est ils sont en soins par exemple et ils me disent bah voilà, j'ai un trail ce week-end, je me suis inscrit, est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je le fais typiquement. Moi je ne juge, enfin je me permettrai jamais de dire non tu n'as pas le droit, oui tu as le droit. C'est Mhm. toujours pareil. On a d'abord un côté éducateur et informatif, c'est-à-dire que je vais lui expliquer par rapport à un rapport bénéfice-risque. Est-ce que tu as un fort bénéfice de le faire par rapport au risque que tu vas encourir sur cette course? Imaginons, je prends le cas de quelqu'un qui fait la diagonale ou qui fait l'UTMB. Je pense à ça parce que, mine de rien, avec la chasse au point aujourd'hui, il y a quand même une attente très forte par rapport à ces courses-là. Et quand on l'a et quand on a le ticket d'entrée, c'est quand même pas une mince affaire. Et bah là, on va prendre souvent un risque qui est plus fort parce que bah, le bénéfice, il est quand même là, quoi. Il va pas aller chaque année à l'UTMB. Par contre, si c'est une course au saucisson de nous et que c'est pas une course prioritaire par rapport à son calendrier de compétition, le bénéfice qui paraît quand même pas très grand par rapport au risque qu'il va encourir. Mhm. Donc il faut faire vraiment cet rapport de bénéfice-risque. Est-ce que cette course qui est là ce dimanche, est-ce que c'est la course de ma saison? Est-ce que mon entraînement il est orienté vers cette compétition-là? Ou alors est-ce que c'est une compétition secondaire qui me fait dire que si je la saute, de toute manière, mon objectif, c'est Madère, c'est les Canaries, Mhm. je sais pas moi, C'est Val d'Isère, peu importe, ou c'est mon 10 km à côté de chez moi, chacun son niveau, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais ça nous permet vraiment voilà, que la personne puisse prendre la décision. Évidemment, nous, on lui donne un conseil, mais c'est lui qui va courir, donc c'est lui qui va choisir. Super Martin, je crois qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu veux aborder un sujet dont on n'a pas parlé encore pour le moment, pour terminer notre entretien? Bah, la prévention des blessures, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de complexe Mhm. et de multifactoriel, Mhm. que les solutions rapides et entre guillemets les solutions miracles, malheureusement n'existent pas. Ou alors ça sent l'escroquerie. C'est-à-dire que
Malheureusement, dès que vous voyez quelque chose qui, c'est la solution miracle, j'ai fait ça, maintenant je suis guéri. Je sais qu'on a envie de ça et que des fois, malheureusement, on est tenté de ça parce qu'on est un peu perdu et qu'on a envie d'être soigné. Attention, gare à vous, gare à vous. Vous pouvez y aller, il y a pas de souci, hein, mais gare à vous. Vous allez être malheureusement parfois déçus, parfois heureux et je suis tant mieux pour vous, mais malheureusement, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est souvent multifactoriel. N'attendez pas d'aller chez un professionnel de santé, chez un médecin si vous avez une douleur. Avoir justement cette auto-évaluation chez vous, de pouvoir vous dire, bah voilà, moi, cette douleur, je sais l'auto-évaluer, je sais si c'est grave, je sais si c'est pas grave. Et ça me permet déjà de gérer les gros et les petits problèmes. Et à partir de là, vous allez déjà commencer à éviter pas mal de soucis derrière. Et il n'y a pas de questions bêtes. Posez des questions. Vous êtes capable de savoir, on peut vulgariser et vous n'êtes pas bête. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Très bien. Donc, on va retenir le principal conseil que tu donnes, c'est l'auto-évaluation et écouter son corps avant tout. Et c'est ça qui mène à une bonne prévention des blessures d'entrailles, quoi. Voilà, l'auto-évaluation est capable de se dire est-ce que j'ai mal pendant, après, le lendemain, est-ce que ça perdure 48 à 12 heures. Et éviter de se dire je me repose et ça va passer. D'accord. Voilà, c'est un peu le résumé, c'est un peu voilà ce qu'on peut retenir de notre entretien. Eh ben super Martin, c'était très très intéressant, tu as vulgarisé tout ça de manière super et je te remercie énormément. Il n'y a pas de souci, ça a été un plaisir. Eh ben merci. Eh ben écoute, on va peut-être se retrouver dans un prochain épisode pour aborder un autre sujet, j'espère. Donc si tu es partant, moi aussi. Bah, c'est très gentil à vous, ce serait avec plaisir. Ça marche. Ce sera avec plaisir. Je te dis bonne soirée et à bientôt. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut